Ce soir encore, on va parler de l'élection des conseillers régionaux, notamment les élections des membres des exécutifs de ces conseils régionaux. Le cas du Sud qui a retenu notre attention depuis hier, finalement, on sait qui est désormais à la tête du conseil régional du Sud, Éric Gervais Ndo. Après plus de 24 heures de tractation, de négociations, de colère, de tension de ce côté, dans le sud à Ebolova. Finalement, c'est lui qui prend les rênes de cette région. Et plusieurs questions sont posées après cette élection. Est-ce que les voix du sud qui viennent d'Ebolova ont tracé les voies de l'indiscipline au sein du RDPC, voix VOIX et voix OUE? Est-ce pour dire chemin de l'indiscipline? Est-ce qu'il s'agit de la victoire de la démocratie, la victoire contre les anciennes habitudes ou alors contre les textes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Et en seconde articulation, on va examiner justement et voir de près tous ceux qui ont été élus. Est-ce que la parole présidentielle a été tenue? Y a-t-il des jeunes? Y a-t-il des femmes? On va poser la question. Paul Biya a-t-il finalement dribblé les jeunes et les femmes au regard de la constitution des bureaux exécutifs des conseils régionaux? Avec nos invités qui s'installent, on les accueille d'ailleurs avec beaucoup de plaisir. Franck Carlin Manson, il est directeur de publication, il est philosophe. Bonsoir Franck et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, merci pour l'invitation renouvelée. C'est toujours un plaisir de participer à tes émissions de qualité. Dieu gamin, bonsoir mes consultants, sans manquer de saluer nos nombreux téléspectateurs. Merci d'avoir accepté également notre invitation. Ensemble, on va aborder ces deux articulations de notre thématique centrale, les résultats, les lectures, les conclusions à tirer des élections au niveau des conseils régionaux et bureaux exécutifs. Accueillons Full Godfred Ngwendi, le nom là me dépasse toujours, je crois que je me suis battu aujourd'hui. Full Godfred, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Jean-Jacques et bonsoir aux co-panélistes. Je suis ravi d'être invité une fois de plus ce soir sur ce plateau. J'espère que je serai à la hauteur des attentes des téléspectateurs d'Info TV. Dans tous les cas, le RDPC compte sur vous, votre présence. Vous êtes du RDPC, vous êtes la grande famille des communicants du RDPC. Paul-Stéphane Moudouga, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux co-panélistes. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs et même internautes. C'est toujours un plaisir d'être convié. Question d'échanger sur les questions de la République. C'est donc ça la question principale aujourd'hui. Les conseils régionaux, les présidents sont tous connus. On s'est donné rendez-vous ce soir, Moïse Mbok, après le premier jet d'hier. Maintenant, on a tous les 10 présidents des conseils régionaux. Bonsoir et bienvenue. Good evening, Jean-Jacques. Good evening to all my brothers here on the plateau. I have to, at times, rush into English to remind ourselves that we are Cameroonians and we have to flow in those two languages. Having said it, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux équipes techniques, bonsoir au top management. Je ne sais pas si je vais saluer les 10 qui sont à la tête des régions, parce que j'attendais des jeunes et des femmes. Je vais simplement leur dire que maintenant, ils sont au pied du mur. Et nous, on va les observer, on va les scruter, on va se rassurer qu'un jour ne se passe sans qu'on ait quand même dit quelque chose sur leur façon d'être et de faire, parce que quand vous voyez la charge de la responsabilité des régions, vous comprenez que ce n'est pas un amusement, c'est plutôt la porte d'entrée de la décentralisation. Merci pour l'invitation. J'espère que nous allons pouvoir continuer sereinement aujourd'hui sans que je ne m'énerve un peu. Non, il n'y aura pas de nerfs, on ne s'énerve pas sur ce plateau. Emmanuel Bedoum, secrétaire national de la communication adjoint de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous les copanélistes. Merci de m'inviter pour débattre des problèmes de la cité. Bonsoir à tous les militants de l'Union démocratique du Cameroun. Ils étaient spectateurs, hein. Ils regardaient ce qui se passait au niveau des conseils régionaux. Je crois qu'on va en parler. L'UDC a été une fois de plus victime de
du non-respect de la parole du président. J'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure qu'on avait dit ce septennat, c'est le septennat des jeunes et des femmes. Mais à regarder la configuration des présidents des régions, on ne croit pas que cet engagement a été respecté. Donc ça a été le même pour l'UDC qui n'a pas pu souscrire à toute la mascarade qui s'est passée du côté de l'Ouest. Alors globalement, personne ne félicite personne? Faut féliciter personne? Non, mais en principe, je dois féliciter tous ceux qui étaient engagés dans cette élection, surtout en ce qui concerne le RDPC. Je vous rappelle ici que j'étais de plein pied dans la campagne de cette élection et je crois que nous avons passé pratiquement 14 jours dans une chaîne concurrente pour, n'est-ce pas, recevoir les interventions des uns et des autres. Et ceux qui, les sortants, présentaient leur bilan. Et je suis vraiment très ravi que le RDPC ait encore ravi la vedette en prenant la majorité en ce qui concerne les conseillers régionaux. Maintenant, vous avez toutes les 10 régions. Ah oui, en principe, je crois que nous avons toutes les 10 régions. Et c'est la démocratie qui a parlé. Je crois que c'est la voix du peuple et le choix a été porté, n'est-ce pas, au RDPC pour continuer, n'est-ce pas, à pousser le Cameroun vers l'émergence 2035. Et je félicite tous ceux à qui ces choix ont été portés et j'espère qu'ils seront à la hauteur des attentes des populations parce que en principe, à ce moment-ci, la décentralisation est vraiment en plein dans son... ce n'est plus question d'attente, mais c'est maintenant que la population doit... C'est fini le rôle d'observation. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses et j'espère que cela vont démontrer qu'il y a eu un rapprochement du pouvoir des administrés. D'accord, on comprend. Le RDPC félicite tout le monde parce que tous sont des militants du RDPC. Les 10 présidents de conseils régionaux. Franck ne félicite personne? Bien sûr qu'on va féliciter ceux justement qui ont la charge de conduire ou alors de participer au développement. Tous à la fois? Au développement local. Oui, je les félicite. Félicitez pas Gilbert Timévouna particulièrement. Non? Je félicite tout le monde, tous ceux-là qui ont été, je les félicite. Oui, c'est-à-dire c'est le choix du peuple, c'est l'expression du suffrage. C'est le choix du peuple indirect. On va entrer dans le débat tout à l'heure. Dans la norme, c'est cela en fait. Donc tout le monde est félicité. Docteur, vous félicitez personne en particulier? Non, je ne félicite personne. Avoir 10 présidents de régions qui appartiennent tous à un même parti politique, c'est quand même grave. Je dirais que c'est même gênant. C'est gênant. Mais c'est la force du RDPC. Non, c'est pas la force du RDPC. Et mon copanéliste se disait, c'est la force parfois de la manigance et de la ruse. Mais non, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. L'opposition a toujours pensé qu'il fallait seulement briguer la présidentielle. On se rend bien compte aujourd'hui qu'à tous les niveaux, il faut être présent. Parce que c'est les conseillers régionaux qui finissent par élire un de leurs pairs. Et puis finalement, c'est eux qui gèrent la région. Nous étions où pendant tout ce temps? On va pleurer, on va se fâcher. Mais on reconnaît aussi qu'il y a de la ruse en face. Donc tout ce qui se passe, à mon sens, je ne félicite personne. Au contraire, j'attire l'attention de tous les partis d'opposition pour qu'on arrête de se jeter des pots de banane sur le chemin. Inutilement. Inutilement, et qu'on réalise bien que le pouvoir, c'est sur le concret. Et le RDPC nous enseigne qu'il faut être pragmatique pour arriver à ce genre de position. Je ne les félicite pas, mais j'admire quand même leur habileté et leur sang-froid. C'est des gens qui n'ont pas de gêne, ils s'en foutent, même si aujourd'hui ils prennent les 180 députés et tous les sénateurs, ça ne va pas les déranger. Mais bon, après 43 ans, qu'est-ce qu'on a eu? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. D'accord. Emmanuel, vous ne félicitez personne, naturellement. Non. Je ne peux féliciter personne. Au contraire, ce qui traverse mon âme, c'est vos frères, non? C'est l'amertume. Voilà. Vous savez, ce matin, j'ai regardé sur une chaîne de télévision concurrente un reporter de la CAN qui montrait les infrastructures au Maroc, par exemple. J'ai vu la ville de Casablanca avec les tramways, avec des trains à grande vitesse, avec des fleurs partout. Mais je demande, le Maroc n'a ni pétrole, ni bois, ni tout ce que nous avons au Cameroun. Et vous me dites, ces gens gèrent le pays depuis des années. Et nous sommes dans un poulailler, une poubelle. Et on vous dit,
ces présidents des régions, dont le président nous a promis qu'il va plutôt mettre les jeunes et les femmes. Vous-même, vous voyez, est-ce qu'il a respecté sa propre parole? C'est la deuxième thématique de ce programme. Et Emmanuel Benou, Paul Stéphane, faites différent quand même. Non, vous n'allez pas faire ça. C'est difficile parce que, en fait, ça donne l'impression que le septennat, on nous a promis la grandeur et l'espérance, sera un peu compliqué parce que moi j'aime la citation d'Einstein qui dit que la folie c'est de penser que les mêmes causes vont produire les effets contraires. Donc avec ce qu'on a observé pendant les élections, en ce qui concerne le conseil régional, on se rend compte que en réalité la folie pour les Camerounais c'est de penser que pour la deuxième mandature, le conseil régional va produire quelque chose en termes de développement. C'est ce qu'on avait pensé du Sénat. Mais j'ai envie de demander aux gens aujourd'hui, quelle est la plus-value du Sénat en ce qui concerne la décentralisation? Parce que la Constitution vous dit que le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Quelle est l'action que le Sénat a posée aujourd'hui pour que la décentralisation avance au Cameroun? Je ne me souviens pas, sauf si elle a été posée quand j'étais au Tchad. Mais, jusqu'à date, le Sénat n'a posé aucune action, n'a initié aucune loi pour améliorer la décentralisation. Pourquoi? Parce qu'on est dans un système politique monocratique où tout se résume à la volonté du président de la République. Vous vous rendez compte que même pour avoir un président de conseil régional, on s'adresse d'abord au président de la République. Pour boucher les nids de policiers et Foulane, on s'adresse au président de la République. Donc je dis, sans réforme du système politique, il ne faut s'attendre à rien, je dis strictement à rien, du conseil régional au Cameroun. Alors ça a changé dans la Damawa, ça a changé dans l'extrême nord, ça n'a pas changé dans le nord où le président Oumarou Ousmanou a été réélu avec près de 98%. On n'a pas, parce qu'on l'avait reçu sur ce plateau, où justement il parlait des réalisations appréciées du conseil régional du nord, 98%. Un score soviétique qui veut tout dire du côté de la région du nord. Ça n'a pas changé à l'est, même si là-bas il y a eu élection. Finalement, le pli fermé de Yaoundé n'a pas été accepté, mais finalement le président sortant a rempilé. Victoire donc de Waman Mbele à Bertoua face à son challenger. 60 voix pour lui, Waman Mbele. Le challenger a eu 29 voix, il y a eu un bulletin nul de ce côté. Ça n'a pas changé dans le centre. Tonton Gilbert Tibévouna est toujours là. Le littoral, ça n'a pas été facile, mais finalement, pour les Kabalok, a été reconduit. Le sud a retenu notre attention pratiquement sur plus de 24 heures. Thierry Gervendo Eric a finalement été élu de ce côté. On prend un verre d'eau et puis on interroge justement la voie du sud. Quelle est la voie que trace la voie du sud? Au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Abordons donc la première thématique de ce programme, les voix du Sud qui se sont exprimées et qui ont choisi Gervendo. Est-ce que ces voix tracent les voies de l'indiscipline? Comment qualifier ce qui s'est passé dans le Sud, Paul Stéphane? J'ai envie de dire que ça dépend de là où on se situe en réalité. Quand on est, j'ai envie de dire, trop institutionnel, on va parler d'indiscipline parce que dans chaque organisation, il y a des textes. Et quand on appartient à une organisation, il faut respecter ces textes-là. Mais sauf qu'en même temps aussi, il ne faudrait pas que ces textes deviennent une sorte d'entrave à la liberté, parce que n'oublions pas que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et ramener ça ici, on se rend compte pour le cas du Sud, bien évidemment qu'il y a la problématique de, comment on appelle ça, la discipline du parti, qui en réalité devient une sorte de musellement, j'ai envie de dire quoi, des populations. Parce qu'avec la discipline du parti, quand vous analysez bien, on a une sorte de démos sans kratos, c'est-à-dire un peuple qui n'a pas de pouvoir, c'est-à-dire un peuple qui n'a pas de dire, qui n'a pas la possibilité de dire qui doit, j'ai envie de dire, conduire le développement dans la localité. Ça fait donc que, avec les mécanismes de la discipline du parti et des textes du parti, généralement le peuple ne se reconnaît pas en le leader.
Et généralement, le leader, j'ai envie de dire, n'a pas de pression en termes de travail parce qu'il sait que son investiture, généralement, dépend des fauteuils qui sont à Yaoundé. Du coup, qu'il ait des résultats vis-à-vis du peuple ou pas, la décision de le reconduire ou de les conduire dépend généralement du comité central. Et je pense que, vu sur ce prisme, on ne peut pas parler d'indiscipline. On peut simplement parler d'une expression démocratique, c'est-à-dire des citoyens qui pensent aujourd'hui qu'ils devraient être au début et à la fin du choix de celui qui doit porter les aspirations de la localité. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise façon de l'exprimer? Il y a quand même des cadres prévus pour s'exprimer, pour exprimer ce genre de vision. Je dis, pour moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise façon de l'exprimer parce que généralement, il est dit quelque part dans la Bible qu'avec le fou, parfois, il faut se comporter comme un fou. Parce que quand vous analysez, certainement, ils ont essayé à plusieurs reprises, mais on leur a opposé une fin de non-recevoir. Du coup, il faut passer à une vitesse supérieure pour leur faire comprendre. Parce que moi, j'analyse ça ici dans une logique futurologique. Ça veut dire qu'on est en train de leur dire que les élections municipales qui arrivent là, vous n'allez pas nous imposer les maires qu'on ne connaît pas comme vous avez l'habitude de le faire. Vous n'allez pas nous imposer les députés sous pli fermé. Nous voulons les maires qui connaissent le village. Nous voulons les maires que nous connaissons. Nous voulons des députés qui connaissent nos réalités et non des députés qui sont imposés depuis le comité central. Moi, je pense que c'est le message en réalité qui a été passé, tout en espérant que ceux qui sont à la tête de ce parti politique-là ont compris ce message parce que, et je sors par là, il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans des situations comme à Yabassi, par exemple, je crois en 2015. En 2013. Exactement, où on n'a pas voté le RDPC par défaut. C'était une sorte de vote sanction parce que le comité central n'avait pas voulu écouter la population locale. Et quelqu'un disait ici qu'il faut se méfier, il y aura certainement les deuxièmes listes. Alors ici, ça ne se passe pas comme les populations, les militants l'attendent. Ils vont sortir d'autres listes, d'autres partis politiques sur le terrain et ça va se jouer. Franck Masson, comment interpréter les voix du Sud qui se sont exprimées? Jean-José, il faut déjà savoir que le chef de l'État, il est vieillissant, c'est d'ailleurs un honneur. Ce qui fait que d'ici quelques années, il ne sera plus là. Et on peut bien se rendre compte que le parti au pouvoir développe tout type de mécanismes pour se maintenir. Or, pour se maintenir, vous avez besoin d'avoir le monopole sur les pôles régionaux, le monopole sur les pôles départementaux et même les monopoles sur les pôles municipaux. Et on peut donc déjà comprendre que c'est ce qui explique en fait le fait qu'aujourd'hui on peut avoir 10 présidents des régions qui sont tous issus du même parti. Ça c'est une chose. Et je peux dire en politique c'est de bonne guerre. Le deuxième élément qui a retenu mon tentation est ceci que quand on parle de la discipline se détermine toujours par la clarté et la perception de l'objectif. Or, en politique, l'objectif, la vision, c'est le projet de société dont les politiciens doivent incarner. Et plus loin, l'électorat même, c'est le prolongement de ce projet de société. On peut se poser la question de savoir quelle est la pertinence de la psychologie de cet électorat. Parce que là, nous sommes à une élection au suffrage universel indirect. Oui. Ça veut dire que ce sont les conseillers municipaux et les chefs traditionnels de deuxième, je pense, de premier degré, ou de troisième degré, ou de premier degré, qui élisent en fait les présidents de région. Donc, ça veut dire que je pense que ce qui se passe devrait plutôt interpeller les populations. Parce que ce sont les populations qui ont participé à ce que les maires qui ont voté soient là. Et dans une certaine mesure, à ce que même les chefs traditionnels soient là. Parce que dans certaines localités, il arrive parfois que les chefs, ça se vote. Donc moi, je pense que c'est une situation qui devrait plutôt interpeller les populations sur les échéances électorales à venir. Parce qu'il est certain que... Est-ce que ce n'est pas passé au-dessus des textes? Si on part directement à cette interpellation, le comité central a rappelé ce que disent les textes du parti. L'éditorial de Christophe Mienzok ce matin dans les colonnes de l'Action rappelle ce que disent les textes et pense même que ce qui vient du Sud et de l'Est constitue un mauvais signal pour le parti. Oui, mais là maintenant, ça a tout un lien avec les batailles internes. Vous voyez, quand on parle du Sud, on sait très bien qu'il y a pas mal d'affinités qui se développent, ou alors qui se sont développées avec certains poncts du régime. Ce qui fait que c'est la guerre, en fait, au positionnement.
Et cette guerre au positionnement donne lieu à des avis divergents. Dès lors que vous avez des avis divergents, ce sont ceux-là, en fait, je peux dire, qui bénéficient d'une proximité avérée avec les grands décideurs qui finissent par s'imposer. Et dans cette mesure, vous voyez très bien qu'on peut à un moment donné outrepasser même les textes. Parce qu'il faut savoir que la question des textes, ce sont les hommes qui font les textes. Et les hommes aussi ont le pouvoir de démonter ces textes selon que ça sert leur intérêt ou pas. Mais on ne les démonte pas comme ça, on ne se lève pas un matin, on démonte les textes. Oui, il y a des instances qui appellent à ce que les textes soient ne démonte pas comme revus. Pour le RDPC, c'est par exemple un congrès. Là, il n'y a pas eu de congrès. Donc, on va marcher avec les textes qui existent. Quand je parle de démonter les textes, ça veut dire qu'on peut développer des mécanismes subtils, mais visibles, que l'on a outrepassé en fait la logique des textes. C'est de ça en fait que je parle. Je ne parle pas de démonter, c'est-à-dire au sens de la légalité. Vous voyez? Donc, en fait, ça met quoi en lumière, ça met en lumière en fait le type de mentalité. On peut se poser une question à savoir. Est-ce les élections qui développent en fait une région, parce qu'on parle là des élections régionales, ou alors le type de mentalité qui sera porté à la tête en fait de ces localités? Parce que dans le fond, ce ne sont pas les élections qui développent une région. Parce que si vous organisez une élection et qu'au finish, à la tête des régions, ou alors à la tête des localités, ce sont des individus qui, dans le fond, n'ont pas de vision, n'ont pas vraiment d'ambition. L'élection n'a pas été bonne. Mais une bonne élection est censée développer la région. Elle est censée développer. Elle part sur les bases d'un candidat, un projet. Oui, exactement. Elle peut développer, parce que là, c'est le projet que l'on vote. Là, on ne vote pas le visage, là, on ne vote pas les affinités, là, on ne vote pas un clan, mais on vote, en fait, un projet qui est supposé prendre en compte l'intérêt de la collectivité. Malheureusement, ce n'est pas toujours ce qu'on voit aujourd'hui. Emmanuel Bemou, comment comprendre l'attitude des conseillers régionaux du Sud, de l'Est et même du littoral? Est-ce qu'il y a une rébellion interne au sein du RDPC? Écoutez, après 43 ans de pouvoir, on peut penser que les Camerounais ont été anesthésiés par la dictature. Mais de plus en plus, on voit quand même, je ne suis pas sémioticien, mais les signes nous montrent qu'au sein même de... Les effets de l'anesthésie sont en train de finir. Voilà, le socle granitique est en train de se fissurer. Donc, ce qu'on voit présage de ce que les futures batailles ne seront pas faciles. Donc, moi, je suis d'accord avec ce qui se passe. Je ne suis pas d'accord avec mon... Ah, vous êtes d'accord parce que vous n'êtes pas du RDPC. Oui. Vous voulez que le parti... Non, je veux que la démocratie... C'est pas gentil. Je veux que la démocratie s'exprime. Parce que cette caporalisation des militants par cette soi-disant discipline du parti n'est pas de nature à produire des vraies élites. J'avoue, non. Même dans le laisser à la discipline du parti. Non, mais c'est pas ce genre de discipline qui caporalise les gens, où on ne peut pas voter celui qui est compétent ou qui a l'assentiment des populations, alors des électeurs, comme c'était les conseillers régionaux. Donc moi je pense que s'il y a de bonnes élections, ça produit le développement. Vous mettez en doute ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Vous inspirez de quoi? Nous sommes dans la situation où nous sommes parce qu'il n'y a pas de bonnes élections. Et l'actualité récente des présidentielles nous montre bien qu'il n'y a pas de bonnes élections au pays. Hein? Si on prend l'exemple des démocraties centenaires, on va nous dire, oui, elles ont fait 200, 300 ans. Mais ici, à côté de nous, une bonne élection, à côté de nous, il y a le Sénégal où le vainqueur félicite le vaincu. On peut le faire. Et vous savez que quand ça se passe comme ça... Vous ne le faites donc pas pourquoi? Vous ne félicitez pas les vainqueurs, pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas l'infrastructure électorale est décriée par tout le monde. Nous à l'UDC, vous savez qu'en 2012, quand on votait ce code électoral, on ne l'a pas voté. Et même l'allié du RDPC, lui, indépendant, ne l'a pas voté. Donc c'est un code électoral d'un parti. Donc vous ne pouvez pas dire que nous sommes d'accord. Le choix de ne pas voter est démocratique aussi. Hein. Pardon? Le choix de ne pas voter, c'est la démocratie. Non, vous ne pouvez pas dire que vous êtes à l'Assemblée 6 partis, vous êtes le seul à voter un code, vous refusez le consensus et vous dites qu'il est opposable aux autres. Non. Donc moi je pense que ce que nous vivons présage de ce que le futur ne sera pas très clair. Une bonne élection, c'est pour le parti au pouvoir. Bon respect des textes. Et la hiérarchie du RDPC incite sur le respect des textes. Sinon, vous allez dans ce qu'on a appelé un mauvais signal. Un parti aussi doit pouvoir faire respecter ses textes, non?
le respect des textes, c'est vrai qu'aucune entité, aucun groupe ne peut marcher sans discipline, nous sommes d'accord. Mais lorsque cette discipline devient quelque chose comme un joug, où les gens ne peuvent plus se mouvoir, et forcément, si vous avez donné le nom de démocratie, les gens vont chercher à se sortir de ce carcan-là. C'est le cas du RDPC. On a entendu le président des sections dire souvent qu'ils sont écrasés par les décisions qui viennent du comité central, dont ils ne se reconnaissent pas. On les impose des individus qui sont même inconnus des populations. Full Godfred, le RDPC, si on s'en tient à la peinture que certains font ici, est présenté comme un parti de dictature. Là, vous parlez de démocratie. C'est ça? C'est un parti de dictature? Vous savez, de l'extérieur, chacun peut décrire les couleurs de mon drap. Ah d'accord. Il faut que mon drap soit visible. Justement, tant que ce n'est pas visible, vous pouvez dire ce que vous pensez. Et bon, s'ils peuvent dire ça en regardant ce qui se passe à la surface, moi je dirais simplement que si il se trouvait en interne, il devait se rendre compte que si on parle du RDPC pendant 43 ans, certainement il y a un élément positif dans ce qu'il pense négatif. Et aujourd'hui, au vu de ce qui s'est passé, la démocratie. Souvenez-vous, on parle du rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ça veut dire qu'il y a un pan de démocratie. Oui, certains ont cru qu'ils pouvaient fouler au pied la discipline du parti. Ils ont cru, ils l'ont fait. Bon, mais il faut dire... Que ce quand je dis, c'est non, mais il faut de l'indiscipline. Non, mais la majorité ont confirmé l'investiture du parti. Parce que dans toutes les autres régions, en dehors de l'Est, où il y a eu quelques couacs, mais sinon, ceux qui ont été investis par le parti ont été votés haut la main et ils ont eu quand même une majorité écrasante. Et ce qui est-ce que ce n'est pas ça le problème? La question des investitures qui est décriée depuis des années. La question de... Vous savez, chaque parti a un objectif à atteindre. Oui. Et lorsqu'on parle des objectifs à atteindre, il y a quand même... ça ne doit pas être une cour du roi Pétro où chacun fait ce qu'il veut. Le parti a quand même un objectif à atteindre et il faut choisir. Sachez déjà que le RDPC fait confiance à la base. Et avant que vous arriviez à ce niveau-ci, il y a d'abord le dépôt de candidatures. Et ces candidatures sont sélectionnées par certains organes. On part de la section à la sous-section, de la sous-section au niveau départemental, du départemental au régional, du régional au comité central. Et le président national a même une voix qui porte sur tout ça. Et quand vous arrivez à ce niveau, ça veut dire que le parti a pu choisir les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Parce qu'il faut déjà faire dire que nous sommes ici, le problème se pose aussi ici au niveau du choix de l'exécutif. Mais ça ne voudrait pas dire que ceux qui ont été investis étaient incompétents, parce que ceux-là au moins avaient déjà quand même une voix, ça veut dire qu'ils sont passés par le critère de sélection. Ils ont respecté jusqu'à cette étape. Jusqu'à cette étape. Ils ont dit que non, ce n'est plus bon. Mais à ce niveau, il y a quand même certains types d'équilibre qu'il faut faire prévaloir. Et en ce temps-là, vous voyez que le parti intervient. Mais si on intervient pour... Est-ce que le parti n'intervient pas un peu trop? C'est ce que semblent dire les militants, qu'il y a un peu trop de présence de la hiérarchie dans les choix qui doivent être ceux de la base. Bon, toujours est-il, il faut comprendre qu'au RDPC, c'est la démocratie qui prime. Si on a constaté que... je vais vous dire... Non, monsieur Jean-Jacques, je vais vous dire ce qui s'est passé là, si c'était ailleurs, je ne sais pas, je ne veux pas appeler les partis politiques ici, vous aurez dû entendre autre chose, mais on est passé quand même au vote. Ça veut dire que
les voies démocratiques ont prévalu sur d'autres. J'espère qu'on n'avait pas sanctionné après. Mais quand vous dites ailleurs, on a vu des sanctions après. On a vu c'est le jeu démocratique qui s'est fait et que ceux-là ne vont pas être sanctionnés. Le linge sale, en principe, se lave en famille. Je crois que ce ne serait pas. C'est pas peut-être. Je vais vous rappeler les cas de figure qu'on a connus par le passé avec des sanctions. Oui, c'est pas la première fois que ça arrive, c'est arrivé et puis chaque fois, entre-temps, puisque l'essentiel c'est de montrer de quoi on est capable. À un moment donné même, on a tendance à croire que c'est même de bonne guerre, parce que chacun peut montrer de quoi il est capable. Et s'il fallait... Il faut donc pas investir à la base, il faut donc pas envoyer une enveloppe si vous voulez que chacun montre de quoi il est capable. Non, je crois que c'est un parti qui est dirigé, c'est un parti qui est organisé, c'est un parti qui a quand même des personnes qui tiennent les commandes de ce parti. C'est pas un parti où chacun vient, il fait ce qu'il veut. Ce qui fait donc que on a parfois besoin. Je crois que je suis souvent très respectueux. Allez-y, vous, je n'ai pas à foutre. Donc, oui, je crois que la démocratie doit importer. Et ici, si ceux-là ont exprimé leur vouloir d'être là où ils sont aujourd'hui, j'espère qu'ils vont démontrer, parce que si le parti a porté son choix sur une personnalité, c'est certainement parce que on trouvait en cette personne les capacités de tenir les rênes de la région. Alors, est-ce qu'il y a risque de sanction quand même? Non, pas risque de sanction, mais même si on ne peut pas parler de sanctions ici, je vous dis bien que le conseil même si va siéger, pas de conseil de discipline. Passé, ça a toujours été le cas. Ça a changé. Ça change avec le Sud. Non, il n'y a rien qui est prévu comme sanction. Moi, je dis bien que lorsqu'il y a problème au sein d'une famille, c'est la famille qui doit s'asseoir après tout. La famille doit s'asseoir. Mais c'est pas forcément pour dire que il doit y avoir des sanctions. En principe, chacun aura l'occasion de s'expliquer en disant voilà pourquoi. Et le plus important, parce qu'il faut comprendre ici que il s'agit de rapprocher l'administration des administrés. Et il faudrait que ceux-là qui sont aujourd'hui choisis soient à mesure de démontrer, d'implémenter la vision du chef qui est le président national. Quand vous avez arraché l'affaire, là, on vous voit maintenant à l'œuvre. Parce qu'on sait quand même que l'un des candidats, Antoine Bikoro, a carrément déclaré que lui n'était pas préparé pour cette affaire-là. Mais comme il est le candidat du parti, il va quand même parler. Donc il n'avait même pas un projet, ni une vision, mais il allait quand même parler étant candidat du parti. C'est quand même curieux. Non, il n'y a pas de curieux, mais il ne faut pas vous en tenir aux expressions et aux dits de ce que des gens. Je crois que tout est en live. Oui, tout est en live. Tout est en live, mais je dis chaque parti a un objectif à atteindre. Et le choix des militants dépend de ce que le parti vise. Si ils ont été investis jusqu'à ce niveau, je pense bien que même s'ils n'ont pas respecté ce qu'on va appeler la discipline du parti, on pourra toujours s'entendre, parce que ce qui est sûr est que même ceux qui n'ont pas brigué cette place de présidence appartiennent encore à la région, sont encore dans le groupe de ceux qui ont été cooptés pour... Ils sont au conseil. Ils sont au conseil régional. Donc, l'essentiel, c'est le travail. Mais je dis, la démocratie a prévalu. Est-ce que vous avez lu quand même l'éditorial de Christophe Mienzok dans les colonnes de je l'ai lu, mais je l'ai lu. Il n'est pas totalement d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Non, le plus important... Il dit que c'est un mauvais signal. Vous voulez relativiser, alors que le DOP, le directeur des organes de presse du parti, est en train de dire que c'est un mauvais signal. Vous voulez relativiser? Non, en quelque sorte, il y a quand même... c'est quand même un signal qu'il faut regarder, parce qu'en principe, c'est un peu comme présenter ce qui a été débattu en interne. Parce qu'on estime qu'avant d'arriver où ils sont arrivés, tout était déjà bien fait. Parce que avant le vote, parce que le vote, en principe, il y a d'abord l'investiture. Et cette investiture, on sait qui doit être président, qui doit être secrétaire. Mais maintenant, si on arrive et qu'il y a ce genre de contestation, bon, on ne peut qu'aller au vote, mais il ne faut pas aussi applaudir, parce que chaque parti a quand même
sa discipline et chaque parti a ses règles qu'il faut respecter. Mais on a simplement peur que cela se répercute ailleurs. Docteur Moïse Mbok, est-ce que ce qui s'est passé dans le Sud, les voix du Sud qui se sont exprimées, est-ce qu'elles tracent de manière ouverte les voies de l'indiscipline? Alors, quelqu'un l'a dit, le Sud, c'est le socle granitique du RDPC. C'est ce qu'il dit. En termes d'expression, il a encore mieux. Le Sud, voilà. C'est ce qu'il dit. Le Sud, c'est le cœur du nucléaire. Oui, c'est ce qu'est dit dans l'éditorial de Christian Menzon. Et moi, j'ajoute donc que l'Est, c'est la batterie du nucléaire. Ah, ouais. Et le littoral, c'est le carburant du nucléaire. La batterie et le carburant du nucléaire. Donc, aujourd'hui, on a 3 régions qui sont des entités fondamentales. Et qui ont décidé de s'émanciper parce qu'on s'est rendu compte au Cameroun que l'influence parfois se met au-dessus des textes, au-dessus de la loi. Et vous allez voir que dans chacune de ces régions, si je prends simplement le Sud et l'Est, c'est les filiations, les affinités, les relations. C'est le frère, le cousin, le beau-frère de la belle-mère, du beau-père national, et ainsi de suite. Donc, du coup, c'est des personnes puissantes qui décident de montrer au monde, d'abord dans le parti au Cameroun, et naturellement par ricochet au monde, qu'ils sont puissants, qu'ils sont forts, que le parti, c'est eux qui le contrôlent. Donc, aujourd'hui, on a comme une excroissance des membres qui est devenu trop long, plus long que la normale, et qui finit par sortir ou alors d'être très vu à distance parce qu'il n'est plus normal. Et crée le dysfonctionnement. Et crée un dysfonctionnement national. Aujourd'hui, ce qui s'est passé à l'Est, au Sud et au littoral pousse les 7 autres régions dans le regret. Parce que les 7 autres ont dit laissons faire l'enveloppe marron. Les 3 puissants disaient que ça ne se passe pas comme ça ici. On se retrouve dans un contexte où finalement le RDPC va définir son propre problème. Parce que tous sont extrêmement puissants. Tous sont riches, tous sont grands, tous ont des entrées, tous ont des relations, tous ont la capacité de nuisance, mais d'une force rare. C'est donc à ça que nous sommes livrés, parce que les gens s'ennuient. Ils s'ennuient parce que leur superpuissance ne sert pas au développement du peuple. Leur superpuissance ne sert pas à l'émancipation des savoirs et des intelligences nationales. Leur superpuissance ne produit rien de concret pour qu'ils puissent se suivre. Donc, il faut bien utiliser la puissance là quelque part. Et le seul endroit où on peut l'utiliser, ce n'est que dans le parti, malheureusement. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est eux maintenant qui gèrent le Cameroun entièrement. Donc, les 30 millions de Camerounais sont assis et regardent les gens qui sont censés les gérer se battre, se taper dessus. Et des problèmes qu'on pouvait traiter en interne se retrouvent sur la place publique, pas parce que ça leur a échappé, non, ils ont voulu, par excès de zèle, démontrer que nous ne marchons pas comme ça. 1, c'est l'absence du congrès qui les rattrape. 2, c'est le discours d'investiture du chef de l'État qui les rattrape. Parce qu'il a annoncé les jeunes, il a annoncé les femmes. Mais on a vu pendant ces campagnes les jeunes réduits à taper le tam-tam et à danser pour recevoir 1000 francs. Installer les tentes, installer les chapiteaux, porter les chaises des grands. On les a réduits à ce niveau, ça a créé ce que ça a créé. On a vu pratiquement la seule femme, Cathy Meba, qui s'est battue bec et ongle pour sauver l'honneur du discours d'investiture du chef de l'État. Mais comme ils sont tous puissants et qu'ils savaient que personne ne peut rien leur faire, ils ont dit, ce discours c'est pour vous. Nous on fait ce qu'on veut, on sait où on va voir le vieux le soir, on va jouer au songo ensemble, on va lui expliquer pourquoi on a fait ce qu'on a fait. Parce qu'on t'aime beaucoup, on veut te défendre, les jeunes là ne maîtrisent pas grand chose, l'opposition va les embrouiller et patati patata. Malheureusement, et Christophe Mienzok l'a dit, le signal est très mauvais. Il est très mauvais parce que les autres élections arrivent, les autres échéances arrivent. Imaginez donc, si le peuple
qui est censé être consulté, mais qui n'est jamais consulté, qui est simplement représenté par des gens qu'on a décidé qui les représentent. Le peuple qui se retrouve aujourd'hui a dit, les gens même que vous dites que nous représentons, nous-mêmes maintenant là, on ne les veut plus. On se trouve dans un cas de figure où le RDPC va soit devoir se réinventer, ce qui semble difficile dans le parti, parce qu'on ne veut pas. Je vous parlais hier de l'ancien paradigme qui est la discipline du parti, la chicotte, les vieilles habitudes, et le nouveau paradigme qui dit que mais non, en démocratie on peut quand même échanger, on peut se parler, on peut causer. Pourquoi penser que cette façon de faire est la bonne? Le choc aujourd'hui est entendu au niveau du peuple. Et le peuple se dit, qui est même d'abord même le conseiller municipal qui me représente là? La question se met à se poser. Qui est la personne qui me représente? Qui est le maire qui me représente? Ça crée donc une curiosité qui va faire que finalement, au lieu que ça reste dans le parti en termes de force, de puissance de combat en interne, ça rattrape le peuple qui se dit, je veux voir qui est la personne qui me représente. Et je veux valider la personne qui me représente. Si je ne valide pas, je boycotte la mairie, je boycotte tout ce qui est député, et le reste, on verra. C'est mauvais signe, parce que ça n'éduque pas positivement les populations. Ça n'éduque pas positivement les personnes qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe et qui cherchent le moyen de s'exprimer. Je vous promets que les prochaines échéances vont être compliquées pour le RDPC. Pour le RDPC, d'accord. Parce que ce cas-ci est en train d'ouvrir la boîte de Pandore. D'accord. Mauvais signal, dit Christophe Benzok. Chaque militant du RDPC pourra se faire son opinion et tirer des leçons, bonnes ou mauvaises, de ce qui s'est passé hier, mardi 16 décembre 2025, au cours de la session de plein droit au sein des conseils régionaux issus des élections du 30 novembre 2025. Il ajoute que conformément à ces traditions et à ces textes statutaires, le RDPC a désigné des mandataires dans les 10 régions pour encadrer et superviser les opérations en vue de la mise en place des exécutifs régionaux. En dépit de quelques rodomontades et coups de menton dans les réseaux sociaux, les directives du parti ont été globalement respectées à quelques exceptions près. Ainsi, les candidats ayant reçu l'investiture du parti confirmée au sein du groupe régional composé des élus du RDPC ont été pour la plupart élus haut la main avec des scores proportionnels à la confiance que les militants accordent au président national et aux instances dirigeantes du parti. Dans la région de l'Est, un candidat s'est non investi a cru devoir maintenir sa candidature en bravant les consignes de discipline. Il a été régulièrement battu. Le cas qui interpelle le plus reste celui de la région du Sud où la session de plein droit a dû être reportée sine die par le gouverneur de la région représentant l'État. Quelle image, s'exclame Christophe Benzok. En effet, certains conseillers régionaux ont décidé de rejeter ce qu'ils appellent de manière péjorative le pli fermé du comité central, autrement dit les camarades choisis par la hiérarchie du parti. Quelle que soit l'issue de ce bras de fer entre le parti et certains de ces élus qui pourtant eux-mêmes ont bénéficié de l'investiture pour être sur la liste des candidats, il s'agit d'un mauvais signal, d'autant plus mauvais et dangereux qu'il provient du Sud, région natale du président de la République, président national du RDPC, longtemps considéré comme socle granitique du parti. Tout est dit dans cet extrait de l'éditorial de Christophe Benzok. C'est une patate chaude qu'il va falloir gérer à l'approche de ces élections, Emmanuel. Des prochaines échéances, en tout cas. Vous avez suivi, moi je n'ai pas lu... c'est pour cela qu'on a partagé quelques lignes. C'est pas ma tasse de lire il faut l'éditorial qui concerne son parti. Mais je vous ai dit presque ce qu'il a dit là. Que si vous analysez les signes, c'est quelque chose de mauvais parce que ça vient du Sud qui est censé donner l'exemple, qui est la référence. Et là, ça va donner du grain à moudre aux futurs candidats. Parce que je me souviens par exemple que lorsqu'on élisait le maire de la ville de Douala il y a 5 ans, c'était grave. Au point que certains ponts du régime ont dû sortir des dossiers de justice pour décourager les gens de retirer les candidatures. On a des dossiers. Voilà. Donc vous voyez que ça va donc donner des idées à certains candidats que bon, si au Sud ça se passe comme ça, alors nous aussi on peut faire autant. Donc ça je suis tout à fait d'accord avec M. Mbok pour tout ce qu'il a dit. Franchement, lorsque la cocotte est comprimée jusqu'à
un certain niveau et peut exploser. Et c'est le cas du RDPC en ce moment. Donc j'espère, mon frère a dit que les têtes ne vont pas tomber du RDPC. Mais vous savez que dans ces genres de situations, si les têtes ne tombent pas, parce que moi, je suis quand même l'actualité. Jusque-là, hein, les têtes ont toujours été coupées. Oui, les têtes ont souvent été coupées parce que c'est de nature à décourager les autres pour leur montrer que si vous faites comme ça, voilà ce que vous attend. Il y a le cas d'Ama Modi. On vous dit, si vous faites comme ça, vous pourrez être investi par le parti. Dans tous les cas, ils ne peuvent que être sanctionnés dans le parti. Ça ne changera rien au mandat. Tout à fait. Si vous sanctionnez Kervende aujourd'hui, il va rester président du conseil. Non, mais jusqu'à la fin de son mandat. Si tu permets, le conseil régional n'est pas un organe autonome. Il est en relation avec l'État central et les administrés. Il aura toujours besoin d'avoir une bonne relation avec l'État central, qui a un 15%, je crois bien, du budget qu'on leur attribue, je crois. Il y a un montant qu'on leur attribue. Cette rotation ne peut pas lui être refusée. Ça n'a rien à voir le parti. On a suivi le premier quinquennat. Ils ont bien dit qu'ils n'ont pas reçu. Certains n'ont pas reçu ce qu'ils devaient recevoir pour des raisons qu'on ne veut pas dire ici. Donc pour dire que chaque président de conseil gagnerait à être en paix avec non seulement les instances du parti, mais c'est toujours eux qui gèrent l'État, en fait. D'accord. Donc il faut être fin à ce niveau. Ils ne sont pas autonomes. Sur la sortie de Christophe Benzok, on lit bien que le sommet du parti regarde d'un mauvais œil ce qui s'est passé dans le sud et à l'est, par exemple. Moi, je pense que le sommet du parti ne devrait pas regarder ça d'un mauvais œil. Parce que les lois ne sont pas des temps. Sinon, ils vont tout perdre, hein. Oui, ils vont se retrouver dans une affaire où on refuse les hautes instructions à gauche et à droite. C'est sur ce chemin-là qu'on est en train d'aller. C'est ce que je veux dire. D'accord. Parce que les lois ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil. Les lois sont dynamiques. Elles s'adaptent aux besoins de la société. Si aujourd'hui, la base vous dit que nous ne voulons plus les investitures, vous devez remettre en question vos lois. Et j'ai envie de dire, vous ajournez par rapport à la base. Parce qu'en réalité, c'est la base qui est votre force. Ce n'est pas vous qui êtes la force de la base. Le parti politique, c'est sa base électorale. Et alors, si la base vous dit que nous ne voulons plus avoir des personnes imposées par le comité central, on doit simplement comprendre ça. Et en même temps, quand vous poussez l'analyse un peu plus loin, quand vous faites une analyse politique ou même politologique de la technique d'investiture, ça va peut-être choquer les gens. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un esprit malsain derrière l'investiture. Parce que dans la loi, il y a son esprit. En réalité, quand vous analysez l'esprit de l'investiture, il s'agit, ou il est question, de ne pas fabriquer des leaders populaires qui pourraient nous faire concurrence dans notre localité. Parce qu'imaginez-vous que Jean-Jacques Zé soit porté par sa population et qu'il devienne maire ou président de conseil régional et qu'il travaille bien. Du coup, il devient un caillou dans la chaussure pour l'élite qui rencontre le président de la République et le président national chaque jour. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir des personnes, parfois, qui sont peut-être médiocres ou moins efficaces que Jean-Jacques Zé, les mettre à la tête de certaines institutions pour qu'on continue à être la seule élite ou la seule personne qui représente la localité. En réalité, voilà ce qui se cache derrière les investitures. Parce que quand vous faites une sociologie des investitures et du rapport de force qui existe souvent, vous allez vous rendre compte que généralement, c'est celui qui est populaire qu'on dit qu'il va être le deuxième adjoint. Pourtant, ceux qui sont sur le terrain, les relais du RDPC disent que ces investitures sont les choix du président national lui-même. Je ne suis pas très certain. Parce que, je dis bien, quand vous faites une sociologie, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, on dit souvent à celui que la base voudrait qu'il soit le maire, on lui dit que non, c'est toi qui vas être le deuxième adjoint. Et on va prendre un maire qui ne connaît même pas le village, qui ne connaît même pas l'arrondissement. Je ne sais pas où on va le ramasser, on lui dit que c'est toi qui vas être maire. Et en réalité, puisqu'il n'est pas redevable au peuple, il sait qu'il est maire parce qu'on a décidé au lac qu'il soit maire. Du coup, qu'il atteigne les objectifs ou pas, il sera reconduit. Donc moi je pense que le RDPC devrait se remettre en question et intégrer le fait que les lois ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil, permettre aux populations locales de pouvoir choisir qui doit conduire le développement local. Vous avez évoqué deux aspects, l'investiture et l'élite.
je vais réveiller un peu mes souvenirs. En 2013, on avait déjà mis la question sur la table. Nous recevions à cette époque-là, sur d'autres antennes, Charles Ateba-Yéné, qui parlait de l'élite et qui parlait du danger des investitures. Je vous propose quelques secondes. On écoute ce qu'il disait à cette époque-là. Les vrais indisciplinés du RDPC, c'est le secrétariat général. Les ONA, les Moncam, etc. C'est un des vrais indisciplinés. Et tous ceux qui sont allés sur le terrain, pourquoi ils sont indisciplinés? Parce que la discipline dans un parti politique, c'est le respect des textes. Paul Biya a sorti un texte pour investir les militants de son parti. On dit ancienneté, état de service d'écoute. Au Cameroun et à l'étranger, sache que l'échec, la mort, les problèmes que nous avons, c'est d'abord l'élite. Parce que l'élite, qui est une imposture, c'est-à-dire que les gens sont devenus riches, grands, sans savoir comment ils ont fait. Ils refusent de déclarer leurs biens et sont dans le clientélisme, les micmacs, imposent l'homosexualité, les PD, les crimes rituels. C'est l'élite. Les commerçants du secrétariat général du comité central ont réussi à mettre en conflit le peuple des militants du RDPC, les vrais que nous sommes, et le président Biya. Oui. Parce qu'en réalité, ils utilisent le nom du président Biya comme les marabouts utilisent la Bible. Vous savez que dans tous les marabouts ont la Bible. C'est-à-dire qu'ils tournent comme ça, ils appellent le diable, ils tournent comme ça, ils appellent Jésus. Donc, c'est très important. Donc, les indisciplinés du RDPC, les vrais, parce qu'ils veulent semer la confusion, comme on est dans la théorie de la confusion et des ténèbres, je voudrais apporter un peu de clarté. Militants du RDPC, les vrais indisciplinés, c'est le secrétariat général. Ce sont les délégués régionaux, ce sont les communaux qui n'ont pas respecté la circulaire du président Paul Biya. Il faut que cela soit connu et su. Et il faut... Sacré Charles Ateba-Yéné. On est en 2013, pratiquement, on parlait déjà de ces investitures, du rôle de l'élite, Franck. C'est toujours d'actualité. Ça me pousse justement à lire une définition brève de ce que c'est qu'une élite. Oui. On vous dit en philosophie, une élite désigne un groupe restreint d'individus considérés comme les meilleurs, les plus sages, les plus intelligents, vertueux ou savants, qui, par leur compréhension supérieure, souvent guidés par la raison et la morale, sont jugés aptes à guider, gouverner ou éclairer la société à l'image des philosophes rois, Platon. Qu'est-ce que c'est qu'une élite? Vous n'êtes pas élite parce que vous avez beaucoup d'argent. Vous n'êtes pas une élite parce que vous occupez une fonction. Parce que vous avez le décret. Vous n'êtes pas une élite parce que vous avez bénéficié d'un décret quelconque. Une élite, c'est quelqu'un qui est représentatif d'une mentalité qui prend en compte l'intérêt collectif. Et ça, ce sont déjà en fait des concepts que nous devons repenser, redéfinir. Et qu'est-ce qui s'y dégage de tout ce que nous sommes en train de décrire? C'est déjà la conception qu'on a d'un parti politique, Jean Azé. Un parti politique, c'est un patrimoine national, plus loin collectif. Mais pour le percevoir ainsi, il faut bien que ceux qui représentent un parti politique soient eux-mêmes dans leur personnalité, ou alors se considèrent comme un patrimoine collectif, pas comme un patrimoine individuel. C'est là le problème. Les partis politiques se gèrent par d'aucuns comme des propriétés privées. Voilà, c'est la chose de papa, c'est la chose de l'oncle, et je peux en faire ce que je veux. Mais seulement, ce qui m'intrigue le plus, c'est ceci que, voyez-vous, c'est précurseur dans le fond à l'autodétermination en fait des populations. Parce que je pense que ça devrait ouvrir les yeux aux populations. Et que les populations soient de plus en plus, je peux dire, sensibles à la personne sur qui elles devraient porter leur espoir à l'avenir. De telle sorte que l'on ne se retrouve plus à la tête des partis, alors dans certains instants qu'on se retrouve avec des personnes qui ne roulent qu'en fait pour leur intérêt personnel. Mais dommage que la plupart des leaders d'opinion, des leaders politiques, ont pu créer des schismes même dans les populations, même dans l'électorat. Parce que très souvent, quand une dynamique en rapport avec des revendications nobles se soulève, on va très souvent exploiter les individualistes individuels pour tuer les mobilisations dans l'œuf. Donc, je pense qu'il revient justement aux populations, à l'électorat distingué
de prendre conscience en fait des enjeux. Ça veut dire quand vous portez votre choix sur quelqu'un parce qu'il est de votre famille, parce qu'il est de votre région, alors parce que certains choix, Franck, ont été contestés du fait que l'élite voulait imposer quelqu'un qui est proche. Ce que Charles Adoua a appelé la République des liens. Oui, il y a toujours un cousin, un beau-frère, quelqu'un de la même tribu, de la même communauté qu'on veut imposer. C'est là où ça s'est un peu bloqué dans certaines régions. Oui, ce que je dis, c'est quoi? C'est que ceux qui ont justement la possibilité de créer tout ce désordre-là, mais ce sont des personnes qui autrefois ont été élues en fait par les populations. Donc, vous voyez que le problème, il faut le traiter à la base. Et il revient justement aux populations de le faire. Ça interpelle en fait le sérieux alors et la responsabilité des populations. Jean-Jacques, une élite, c'est pas un sophiste. Non, vous n'êtes pas un sophiste. La plupart des politiciens, il y a des sessions, sont des sophistes. Et je pense que c'est précurseur à ce que les populations, à la limite, prennent des bonnes décisions. D'accord. Alors, vous avez écouté Charles Atebaïne tout à l'heure, on est d'accord que c'est un sujet fortement d'actualité. Oui, le sujet est fortement d'actualité pour la simple raison que les réformes ne suivent pas. C'est-à-dire que depuis beaucoup d'années, le Cameroun est resté tourné sur lui-même. Je prends le cas du Minepat. On fabrique les champions nationaux pour le Cameroun. Pourtant, on devrait fabriquer les champions nationaux pour attaquer l'international. Ce qui fait que tant qu'on est resté sur notre nombril, on va penser que mettre un cousin, une nièce, une tante pour remplir la formalité est normal. Parce qu'il n'y a pas de défi, il n'y a pas de compte rendu, il n'y a pas d'objectif à atteindre. Mais il faut absolument qu'il y ait des réformes. Quand il y a des réformes, il y a une vision qui est claire, des objectifs à atteindre et des cibles qui sont connues, je vous promets que votre cousin devient un élément à ne pas exposer. Votre nièce devient un élément à ne pas exposer. Mais si vous le mettez en avant, vous savez qu'il a de la compétence pour pouvoir tenir face aux défis et aux challenges qui arrivent. Donc il a décrit une époque qui devrait s'arrêter en 2025 en tout cas, parce que ce qu'il a dit a continué de marcher jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut que les réformes suivent, que les Camerounais comprennent bien qu'on n'est pas Cameroun pour le Cameroun. On est Cameroun pour l'Afrique, on est Cameroun pour le monde. Si on reste Cameroun pour le Cameroun, on va continuer à lutter et à mener des batailles idiotes. On va continuer à vouloir montrer qui est le plus beau, qui est le plus intelligent, qui est le plus fort. L'élite, donc, est celui qui a la capacité de transcender toutes ces réalités tribales et nationales. Je vous disais pendant la campagne que ceux qui ont été retenus par les pour être candidats n'appartiennent plus à leur tribu, n'appartiennent plus à leur parti politique, n'appartiennent plus à leur ethnie. Ils appartiennent désormais à la nation. Et le parti qui est élu n'appartient plus à quelqu'un. C'est le parti qui appartient à la nation. Le jour où on va sortir de la logique du défi interne et qu'on va se donner le défi externe, notre attitude va changer. Le choix des hommes et des femmes va changer et les objectifs seront tellement clairs que les incompétences seront évidentes. D'accord. Il cite là le commerce. Il dit d'ailleurs que le secrétariat général des commerçants du secrétariat général de ce côté-là, que les plus indisciplinés, c'est de ce côté, et que le résultat des cours sera justement ces investitures qui sont querellées aujourd'hui, où il envoie du RDPC. Oui, vous savez, parfois, certaines personnes peuvent exprimer leur frustration de plusieurs manières. Il ne faut pas oublier que c'est lui, il se retrouve aussi frustré. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez pourquoi? Mais il faut dire... Oui, il faut dire que nous parlons d'un cas qui est un cas exceptionnel et qui est un cas peut-être particulier parmi tant d'autres, parce qu'il faut comprendre qu'il y a eu 10 régions, et les 10 régions, c'est le RDPC quand même qui a gagné dans toutes ces régions-là, et qui devait avoir un président de région. On n'a pas eu tous ces mêmes, on n'a pas eu, les problèmes n'ont pas été les mêmes, et la discipline a été respectée, et que nous parlons d'autre chose. Ah d'accord. Donc, si c'est des régionales, là vous étiez ça. Si vous intervenez, ça veut dire que nous ne parlons pas de la même chose. Oui, donc, je dis que c'est un cas isolé. Qu'est-ce qu'il y a un cas isolé? C'est qui s'est passé oui, c'est le cas du Sud. Il y a un peu de littoral. Mais, oui, sauf que c'est littoral, mais justement, c'est granitique. Oui, c'est peut-être parce que ça venait du Sud
que ça fait trop d'écho, mais il faut dire vous avez vu des coups de fil. Il faut dire que le gouverneur a souffert hier des coups de fil. Le délégué Joseph Lé, le téléphone a sonné à gauche et à droite. Le président Jean Ndongo, chef de délégation permanente régionale, est descendu lui-même sur le terrain, essayé de bousculer. Oui, personne a dormi là-bas. Le RDPC n'est pas un parti statique, c'est un parti dynamique. Ça veut dire que ce qui s'est passé au sud de 2013, c'est qui reviennent aujourd'hui. Ce qui s'est passé au sud, mais en principe, vous savez, dans la vie est faite des hauts et des bas. Vous ne pouvez pas traiter éternellement. C'est-à-dire que ça peut arriver. Donc ça veut dire que ça va servir d'exemple, puisque c'est pas la seule élection. Et c'est justement là où l'opposition se concentre sur ces genres de cas isolés. Et pendant ce temps, on travaille. Je ne vous dirai pas que depuis hier, là, vous ne savez pas ce qui s'est passé, les ententes qui ont été signées, et puis que le bon climat est revenu. Et pendant ce temps, bon, pendant qu'on fait des commentaires, que l'opposition perd son temps à s'intéresser à ce genre de Oui, Manuel. Je suis toujours sidéré d'entendre le RDPC dire qu'il est adepte de la démocratie. Je prends le cas du parti UDC où je suis. Vous savez ce que c'est parti au Conseil régional de l'Ouest? Dites-nous, vous êtes là pour ça. Les conseillers de l'UDC n'ont pas participé à ces débats à cause de ce qu'on a tordu le cou à la loi et à tout ce que les UJAS veulent dans ce cas. D'abord, au niveau de la présidence de ce conseil, l'UDC a le conseiller le plus jeune. Ça a été battu en brèche. Ils ont imposé quelqu'un. Ils ont créé un autre jeune? Ben, ils ont pris une autre personne. Dans le bureau d'âge? En dehors de ce candidat qui devait potentiellement être sur la présidence, n'est-ce pas, de cette région, parce qu'il y a le doyen d'âge et le plus jeune. Et le plus jeune est de l'UDC. On a tordu le cou à la loi. Maintenant, la loi dit que on doit respecter la configuration sociologique de la région. Je vous rappelle que le Noun est plus de la moitié de la région de l'Ouest. Et le Noun n'est pas membre du bureau. Vous trouvez ça comment? Monsieur Lundo et Somba. C'est parce qu'on ne s'est pas exprimé en termes de Noun, on s'est exprimé en termes de UDC, RDPC. Toutes les régions de l'Ouest, on ne s'exprime pas, mais toutes les composantes de la région doivent être représentées. Tout à fait. Et alors, vous pensez qu'une composante qui a plus de 51% ne doit être ignorée au bureau, qui a 17 conseillers? C'est après le RDPC, c'est le parti le plus représenté. Mais ils ont été ignorés parce que le mandataire du RDPC, qui est encore ministre de la décentralisation, qui participe au débat sans qu'on connaisse la qualité qui lui permet de participer au débat et de prendre la parole de manière intempestive. Mais oui, mais il dit qu'il a une liste qui lui vient de Yaoundé et qu'on doit respecter. Et dans cette liste, l'UDC ne figure pas. Il faut trouver ça que c'est démocratique. Je dis que je suis sidéré quand j'entends ces gens nous parler de démocratie. D'accord. Alors en 2020, il y a eu des sanctions. En 2013, il y avait des sanctions pour les indisciplinés. En 2020, il y en a eu. On peut découvrir quelques-unes de ces sanctions. Il y avait des définitivement exclus. Le cas de Atiba Franck Hubert, vous vous en souvenez, de la commune de Ligues-Fomo dans la région du centre. Et puis il y avait ceux qui étaient exclus pour 36 mois des rangs du RDPC. Là, on va retrouver Madame Ngono, épouse Lefana Frioline, commune de Ligues-Fomo toujours. On voit Elias, commune de Ligues-Fomo, parce que là-bas, c'était mauvais. On pas afficher avec la réalisation. Aïssi Pierre, Célestin, commune de Ligues-Fomo. Tchanga Etoga Léonard, commune de Ligues-Fomo. Nkwa Damien, toujours à Ligues-Fomo. Nomo Romaric Eugène et Ligues-Fomo. 36 mois de suspension. Ndiana Maurice, Madame Ebel Etere, c'est tout le conseil municipal finalement. Onana Zongo, Vida Philomène, Ngene Norbert Marcelin, Molo Janvier Gatien, Anégué Félix, commune de Ligues-Fomo, qui était justement Ligues-Fomo qui était sanctionné pour 36 mois. Et puis il y a eu des exclusions de 18 mois du RDPC, et Balé Sabikandagi, maire de la ville de Kribi, qui avait été sanctionné, il faut également le dire, et Balé Andjomont, la commune de Foulane, pour 12 mois. Savon Martin, tiens, de Bibé, Madame Njok Jeannette, commune de Bibé, Bilo Edwige, avait été sanctionné. Ambassadeur Patrice Dayos, l'ancien ministre,
avait également été sanctionnée. Madame Buffalo Gisèle d'Ayos, toujours, Nangantonga, commune d'Ayos, avait été sanctionnée. Madame Zengue Nanga de Atok, à l'est, avait été sanctionnée. Mbanetieri, la commune de Doumentang, avait également été sanctionnée. Beyejano de Doumentang, sanctionné. Komba Balada Hippolyte, la commune de Doumentang, sanctionné. Là, c'est mon frère aîné, de même père et de même mère. C'est un ancien maire. Il avait été sanctionné. Ça. De ce côté-là, mais les têtes sont tombées. Alex, maire de Guérimouka, avait également été sanctionné. Madame Ekitike Djunga Madeleine, du côté de Kribi, sud 1, avait également été sanctionné de ce côté. Puis les exclusions de 6 mois, les blâmes dont le maire Abouna Jean-Marie du Fundi Premier avait été reçu un blâme. Madame Oken, Ombol, on pourra trouver d'autres noms tels que Saint-Éloi Bidoum, qui est également dans la fourchette des 36 mois de sanctions. Donc il est possible que ceux-là qui n'ont pas respecté l'enveloppe de Yaoundé soient frappés. Si on s'en tient à ce qui a toujours été fait, il est possible que ceux qui n'ont pas respecté l'enveloppe de Yaoundé soient effectivement frappés. Parce que ceux qui ont été frappés, si on était en droit, on parlerait de jurisprudence. Les cas-là constituent déjà une jurisprudence. Donc si on doit respecter la logique, comme on parle souvent au quartier, il est fort probable que dans le sud, on ait les sanctions. Et que peut-être à l'Est, on ait également des sanctions. Mais maintenant, comme le parti se gère comme l'État, parce qu'il ne faut pas l'oublier que le RDPC n'est que la transposition de la gestion de l'État du Cameroun, puisque le Cameroun est un État mou. Un État mou, c'est généralement un État qui choisit à qui appliquer les sanctions en fonction de qui est en face de soi. Est-ce que comme les cas d'indiscipline viennent du Sud, est-ce qu'on ne va pas balayer ça d'un revers? Avec Katimeba et les autres. Justement, c'est la question qu'il faudrait qu'on se pose aujourd'hui. Sauf qu'en le faisant aussi, on enverrait un signal. Un autre mauvais signal. Qui signifierait que le RDPC serait le patrimoine du Sud et d'une certaine famille. Donc je pense que s'ils nous écoutent, qu'ils sanctionnent, parce que je l'ai dit ici au départ, chaque organisation a des textes. Et quand on est membre d'une organisation, on doit les respecter. Ça veut dire donc que, puisque la loi est générale et impersonnelle, ça veut dire qu'on la conçoit, elle ne vise personne. Ça veut dire que les indisciplinés du Sud doivent être sanctionnés conformément à la réglementation en vigueur au sein du Rassemblement démocratique. Ça a été rappelé avant le camerounais par le secrétaire national de la communication. Il y a eu une première sortie de Christian Mienzon qui était il y a, mettons, l'éditorial dans le journal du parti qui dit que c'est un mauvais signal et que les textes ont été violés. Par conséquent, il faut que... Il faut imaginer la suite. Bon, n'imaginons pas. Alors, on va en Côte d'Ivoire. Bonsoir Jean-Jacques et à ton panel. En 2013, c'était chaud. Sur toi, tu ne voyais pas très clair, mais à moi tu es un grand journaliste. Non, c'était pas chaud. J'étais tout jeune là. C'était vraiment, toi tu verras les choses que c'est ça le thème. Est-ce que c'était le thème? C'est pas mal ça. J'ai envie de dire que c'est la couleur à l'image, c'est quand même une vieille image. Il date de 2013 et là il a été transféré plusieurs fois. Elle a circulé, téléchargé, partagé, ainsi de suite, plusieurs fois. D'ailleurs, on remercie Patrice Assiga-Yene qui nous a proposé ces belles images-là. Bonsoir Jean-Jacques Zé, à ton riche panel, aux nombreux Camerounais et autres à travers le monde. Un jour, en villégiature dans l'arrondissement de Vengue, j'ai entendu un enfant expliquer à son ami ce qu'était une élite, une grosse voiture noire, une grosse roue derrière. Voilà, alors l'élite Joe Frazier depuis Vengue. Voilà. Ah, c'est ça l'élite là-bas. Si vous avez la voiture noire, avec une roue derrière, parce que c'est pas toutes les voitures qui ont une... C'est aussi assez hache dans l'immatriculation, c'est parfait. Les hommes viennent là-bas. Bonsoir à vous sur le plateau et bonne thématique, s'il vous plaît. Ce Jean-Jacques Zé, le président de la République du Cameroun, est natif ou ressortissant de quelle région? Centre ou sud? Alors, c'est une vraie question, moi je sais pas. Il est camerounais. Vous posez la question. Il est camerounais. Voilà. Une indiscipline venant du sommet où jeunes et femmes ont été sacrifiés bientôt 4 décennies dans la fable du maître Corbeau et le renard. Quel cynisme dans la roublardise politique cartron. Thomas, tu vas me tuer. Tu veux faire marcher avec le dictionnaire maintenant tous les jours pour qu'on rattrape un peu certaines choses là. Jean-Jacques, la démocratie ne s'accommode pas de la discipline du parti et des investitures
Où est donc la volonté populaire s'il faut que le comité central soit l'alpha et l'oméga dans la prise de décision? On sent comment c'est difficile de se départir du parti unique. C'est Abo qui dit que c'est les habitudes du parti unique qui résistent dans votre parti, le RDPC. Bonsoir. Pour éviter tout ceci, il faut, pour les municipales et législatives, la tête de liste soit le maire ou le président du conseil. Le peuple doit, dans le premier cas, et les conseillers, dans le deuxième cas, voteront en connaissance de cause. Ateba, du côté de Nkwaban, c'est votre proposition, pour que les choses changent un peu. Il y a tellement de messages, on va commencer par lesquels, surtout ceux qui ne sont pas signés, nous gênent un peu. Bonsoir le plateau, très belle thématique à l'ordre du jour. Votre thématique aujourd'hui appelle une lecture nuancée. Assimiler les voix venues du Sud à de simples voix de discipline serait une erreur d'analyse. Les investitures du comité central ont, dans leur grande majorité, prospéré à travers le pays, confirmant que la discipline du RDPC demeure une réalité. Les tensions observées dans certaines zones ne constituent donc pas une règle, mais des signaux d'alerte. Ce qui est exprimé n'est pas un rejet du parti, encore moins une volonté de rupture. Il s'agit plutôt d'un malaise face à certaines pratiques, notamment le parachutage et le nomadisme politique. Lorsque les candidats sans enracinement réel sont investis au mépris des aspirations profondes de la base militante, cette base oppose une résistance légitime. La leçon est claire. L'investiture statutaire ne suffit que lorsqu'elle s'appuie sur une légitimité militante construite par le travail de terrain, la loyauté et la proximité avec les militants. Là où ces critères sont respectés, la discipline suit naturellement. Là où ils sont ignorés, le vote sanction devient un symptôme non d'indiscipline, mais d'un dysfonctionnement en amont qu'il appartient aux dirigeants du parti de corriger à l'avenir. Jean-Calvin Mendim, depuis Bertois, merci pour cet exposé. Monsieur Zé, je suis Noam Gono Laurent Achille, depuis Yaoundé. Bonne thématique, sans être excessif. Je crois que le parti qui se porte le plus mal au Cameroun, parlant de la véritable expression de la démocratie, c'est le RDPC. C'est un... Vous répondez directement non, comment